Les tueurs en série ont-ils tous un profil similaire? Il semble avoir été prouvé que beaucoup partagent des traits identiques, mais pour autant, les façons de tuer, ainsi que les motifs profonds pour lesquels ils passent à l'acte, diffèrent. Par exemple, Jeffrey Dahmer est un tueur en série américain né en 1960 qui a tué 17 jeunes hommes entre 1978 et le moment de son arrestation en 1991. Dennis Nielsen, lui, est né 15 ans plus tôt, en 1945, dans un petit village d'Écosse, et a fait entre 12 et 15 victimes avant de se faire arrêter en 1983. Si ce n'est un nombre de victimes bien trop élevé et leur goût pour le même style de lunettes, les deux hommes semblent n'avoir, à première vue, pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Et pourtant, comme je vais vous le raconter dans cette vidéo, ils ont beaucoup de points communs, à tel point même que ça en devient vraiment troublant. Générique. Leur premier point commun, et qui se retrouve également chez beaucoup d'autres meurtriers, qu'il s'agisse ou non de tueurs en série, c'est l'enfance. Jeffrey Dahmer, qui est né et a grandi dans le Wisconsin, semble avoir été un petit garçon plutôt joyeux jusqu'à ses 4 ans, mais il a dû subir une intervention chirurgicale assez lourde afin de soigner une double hernie naissante, mais néanmoins assez sévère. Et visiblement, c'est à partir de cette opération traumatisante pour lui que l'enfant a commencé à s'isoler et à se renfermer sur lui-même. Dennis Nielsen, de son côté, a donc grandi en Écosse et a également vécu un traumatisme qui a grandement contribué à ce qu'il est devenu par la suite. Alors que le petit Dennis était âgé de 6 ans, il a perdu son grand-père maternel, Andrew White, mort d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans. Et ça a bouleversé l'enfant parce que son grand-père et lui étaient extrêmement proches. Du coup, lorsque sa mère, écrasée par le chagrin, a demandé à Dennis s'il voulait voir son grand-père, sous-entendu une dernière fois, l'enfant fou de joie n'a pas compris et a répondu que oui, mais ce dont parlait la mère, c'était en fait de le voir une dernière fois dans son cercueil, avant les funérailles. Et la vision de son grand-père mort a marqué l'enfant à tout jamais. À partir de ce jour, il a lui aussi commencé à s'isoler et à rejeter tout contact avec les autres enfants ou même avec les adultes. En dehors de ces traumatismes bien précis, les enfances de Jeffrey Dahmer et de Dennis Nielsen ont été très similaires. Les parents des deux garçons ont connu un divorce assez houleux, et tous les deux ont eu une relation compliquée non seulement avec leurs frères et sœurs, mais aussi avec leurs parents, dont ils n'ont jamais vraiment été très proches. Le père de Jeffrey Dahmer était régulièrement absent pour son travail, et sa mère, du temps où elle vivait encore avec eux, passait beaucoup de temps à dormir à cause des grandes quantités de médicaments qu'elle ingurgitait. Pour ce qui est du père de Dennis Wilson, Olaf, c'était un soldat norvégien qui donnait lui aussi la priorité à son travail et ne voyait que peu, voire pas sa famille. Et lui et son épouse ont divorcé alors que Dennis était âgé d'à peine 3 ans. Après cette enfance malheureuse, de l'un comme de l'autre, tous les deux ont rejoint l'armée, espérant que ça leur permettrait d'échapper à leur vie morose et de changer un petit peu d'air. Dennis Nielsen rejoint sa première affectation en 1964, Jeffrey Dahmer, lui, en 1979, un an après son premier meurtre. Mais même si l'époque est différente, tous les deux ont été affectés au même endroit, en Allemagne de l'Ouest. Autre similitude intéressante, tous les deux ont certes rejoint l'armée, mais pas en tant que combattants. Jeffrey Dahmer a été employé en tant que médecin et Dennis Nielsen en tant que cuisinier. Par contre, à cette période de leur vie, les deux hommes ont commencé à boire de manière excessive, un autre trait commun dont on va parler maintenant, parce qu'il a, lui aussi, une importance cruciale dans la commission future de leurs atrocités. Jeffrey Dahmer n'a pas commencé à boire à l'armée, il buvait déjà depuis l'âge de 14 ans de façon plus ou moins régulière, en guise de remède contre l'école, pour reprendre ses mots. Par contre, lors de son stationnement en Allemagne, sa consommation s'est largement intensifiée, lui permettant ainsi de s'intégrer un petit peu plus facilement. Mais c'est cette consommation excessive qui mettra fin à sa carrière militaire. Il s'est en effet fait renvoyer de l'armée pour ce motif au bout d'à peine 1 an. Dennis Nielsen a lui aussi commencé à boire pour combattre sa timidité maladive et dans l'espoir de se sociabiliser un petit peu plus avec ses camarades. Et c'est cette consommation excessive qui a développé chez l'homme ses premiers fantasmes morbides. Dans un premier temps, après un jour avoir fait un coma éthylique, il a commencé à fantasmer sur le fait d'avoir une relation
au cours de laquelle un des deux partenaires serait inactif, immobile, et ce fantasme a ensuite évolué en le fait d'avoir un partenaire sans vie. Ce penchant commun pour l'ivresse leur a également servi à tous les deux pour non seulement trouver leurs victimes, principalement rencontrées dans des bars, mais leur a également permis de réussir à prendre le dessus sur leur proie qu'ils saoulaient après les avoir ramenés chez eux. Enfin, et c'est là encore une ressemblance assez troublante, là où de nombreux autres tueurs en série prenaient du plaisir en commettant leur meurtre, ça n'était pas du tout le cas ni pour Jeffrey Dahmer, ni pour Dennis Nielsen. Au contraire même, et l'alcool leur servait également à surmonter leur aversion à commettre l'acte. Parce que pour les deux hommes, il semble que le motif principal pour lequel ils ôtaient la vie, c'était la peur d'être seuls, la peur d'être abandonnés. En mettant fin à la vie de leurs victimes, ils pouvaient les garder avec eux, les posséder d'une certaine manière, et étaient sûrs de ne pas subir d'abandon une fois encore. Ils ont tous les deux commis leur premier meurtre la même année, 1978. La première victime de Jeffrey Dahmer était un autostoppeur du nom de Stephen Hicks, qui l'a ramené chez lui pour boire et écouter de la musique. Et c'est lorsque Stephen a manifesté son envie de partir que Jeffrey l'a violemment frappé à 2 reprises avec une haltère avant de finalement l'étrangler. Le premier meurtre de Dennis Nielsen est très ressemblant. Après avoir rencontré un jeune garçon dans un bar, il l'a ramené chez lui et ils ont bu jusqu'à tomber ivre-mort. En se réveillant le lendemain matin, Dennis Nielsen, de peur que le jeune homme ne parte, a décidé de l'étrangler à mort. Le nom de sa première victime ? Stephen Holmes. Alors Stephen Hicks, Stephen Holmes, pure coïncidence certes, mais ce sont tout de même 2 prénoms qui se ressemblent beaucoup, là aussi. Et le profil de leurs victimes est également identique, de jeunes garçons ou jeunes hommes, souvent un petit peu paumés et sans attache, rencontrés dans un bar et ramenés chez les tueurs avec la promesse de plus d'alcool. La méthodologie utilisée pour tuer leurs victimes consiste pour les deux en l'étranglement, et les 2 tueurs éprouvent une attirance morbide pour les corps de ceux à qui ils viennent d'ôter la vie. Après les meurtres, Jeffrey Dahmer conserve plutôt les membres de ses victimes comme des trophées, un petit peu comme les animaux qu'il disséquait étant enfant avec son père. Il nettoie par exemple les crânes avec des produits chimiques et les expose sur sa cheminée, tel un autel dédié à ceux que désormais il possède. Il garde également certaines parties du corps, telles que les biceps, pour lesquels il a une attirance toute particulière. Dennis Nielsen, lui, conserve les corps entiers de ses victimes pendant parfois plusieurs mois, en les cachant sous son plancher et en les ressortant lorsqu'il en ressent le besoin pour, par exemple, avoir de la compagnie en regardant la télévision. Il dira des années plus tard que ses victimes étaient d'une certaine manière un petit peu comme des colocataires. Mais lorsque l'état de décomposition est trop avancé, il les démembre, mais contrairement à Jeffrey Dahmer, il se débarrasse de tout. Par contre, lorsque la police s'est rendue chez Dennis Nielsen, des parties de corps, des têtes et des torses ont tout de même été retrouvées, au même titre que chez Jeffrey Dahmer, principalement parce que dans ce nouvel appartement dans lequel il avait emménagé il y a peu de temps, il ne bénéficiait pas des mêmes commodités propices à la destruction des preuves que dans son précédent logement. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur le parcours de Dennis Nielsen, j'ai traité du sujet dans une vidéo précédente que je vous invite à aller regarder après celle-ci. Et même si Jeffrey Dahmer comme Dennis Nielsen ont pratiqué la nécrophilie, il y a néanmoins une différence majeure, c'est le fait que contrairement à l'américain, Dennis Nielsen n'a, dit-il, jamais pratiqué le cannibalisme. Fait qui, ceci dit, semble avoir été mis en doute par un journaliste de l'époque plutôt proche du dossier. Ensuite, tous les deux sont passés à 2 doigts de se faire attraper plus tôt à cause d'une victime qui s'est échappée. Et les 2 fois, il s'agit d'une victime asiatique. Pour Dahmer, il s'agit d'un garçon âgé de 14 ans et originaire du Laos, Konerak Sintasampon. Après avoir attiré le jeune garçon chez lui en prétextant un photoshoot et l'avoir fait boire et droguer, Jeffrey Dahmer lui injecte de l'acide chlorhydrique dans le cerveau. Puis il s'absente et le jeune garçon, complètement groggy, mais en mesure de se déplacer, parvient tout de même à s'enfuir et croise 3 femmes qui appellent la police. Lorsque Jeffrey Dahmer fait face aux policiers, il leur explique que le jeune garçon est tout simplement son compagnon et qu'il a juste trop bu, comme ça lui arrive assez régulièrement. Ne voulant pas interférer dans une histoire de couple, et encore moins alors qu'il s'agit d'un couple homosexuel, les officiers laissent le pauvre Konerak avec son bourreau qui lui ôtera la vie un peu plus tard, ce même jour.
Dennis Nielsen ramène chez lui Andrew Ho, un étudiant hongkongais. Et alors qu'il tente de l'étrangler, Andrew parvient à assommer son agresseur, il se précipite au commissariat pour apporter l'attaque et Dennis Nielsen est convoqué pour s'expliquer. Mais ne voulant pas que son homosexualité soit révélée au grand jour et craignant de se faire renvoyer du pays du fait de son statut d'immigré, Andrew Ho décide de ne pas déposer plainte. Dennis Nielsen est donc libre de repartir et de recommencer à tuer. Enfin, leur passage en prison a là encore une similitude. Tous les deux se sont fait violemment agresser par un co-détenu, Jeffrey Dahmer par Christopher Scarver, à coups de barre de métal, attaque qui lui sera fatale. Le cogiteur a d'ailleurs fait une vidéo sur la fin de Jeffrey Dahmer, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et Dennis Nielsen s'est lui fait taillader au visage et au torse à coups de lame de rasoir par Alfred Moffat, mais malgré les 89 points de suture, il a survécu et il est mort d'une embolie pulmonaire en 2018, à l'âge de 72 ans. Ça fait quand même beaucoup de ressemblances fortuites pour la plupart, certes, mais ça donne quand même des frissons dans le dos de savoir que deux hommes qui ne se connaissaient pas et qui habitaient sur des continents différents sont devenus parmi les tueurs en série les plus connus de la planète et avaient tant de choses en commun. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez une théorie sur les raisons de tant de ressemblances, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, voire même à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Et pour en apprendre plus sur Dennis Nielsen, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Moi, je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de créatures imaginaires. Salut!